Selon un récent reportage de Politico, les États-Unis classent actuellement leurs alliés en mauvais alliés et bons alliés. C'est interprété comme un signal que les pays qui ne répondent pas correctement aux demandes des États-Unis s'exposent à des mesures de rétorsion. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons cela tout de suite. Politico a révélé, selon 3 diplomates européens et un responsable du département américain de la défense, qu'une liste distinguant bons et mauvais alliés a été créée aux États-Unis. Cette liste comprend un aperçu du profil d'alliance des pays membres, et sur cette base, les membres auraient été classés par catégorie. Il est rapporté que cette liste a été préparée avant la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à la Maison-Blanche le 8 avril. Les critères d'évaluation de cette liste sont le soutien militaire, la mise à disposition de bases et la coopération lors de la crise du détroit d'Ormuz. Voyons pourquoi les États-Unis ont soudainement établi cette liste. Le président Trump a sollicité le soutien naval des pays de l'OTAN pour garantir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran. Et il a également demandé le soutien de navires de guerre à la Corée du Sud et au Japon. Cependant, tous les pays n'ont pas répondu favorablement à cette demande. Il paraît que le président Trump a exprimé un très grand mécontentement à ce sujet. Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, a affirmé que les États-Unis soutiennent toujours leurs alliés, mais que ceux-ci ne les ont pas soutenus lors des opérations militaires américaines, malgré la protection américaine et le déploiement de milliers de soldats. Elle a ajouté que le président Trump a clairement exprimé son avis sur cette relation inégale et que, comme il l'a dit, les États-Unis s'en souviendront. De plus, Pete Hegseth, le secrétaire américain à la guerre, a déclaré qu'à la fin de 2025, les pays qui assument pleinement leurs responsabilités en matière de défense recevront des avantages particuliers, tandis que ceux qui ne le font pas devront en payer le prix. En fait, il paraît que cette liste de bons et de mauvais alliés provient de l'idée du secrétaire à la guerre Hegseth. Pour l'instant, on ne sait pas si les États-Unis comptent réellement imposer des sanctions sur la base de cette liste. On constate déjà que la pression sur les alliés s'intensifie. Il est prévu que cela se concrétise par une différenciation dans le déploiement des forces militaires et la coopération en matière de défense. La réduction du déploiement des troupes américaines, la limitation des exercices conjoints ou l'ajustement des ventes d'armes pourraient être utilisés comme moyen de sanction. A l'inverse, pour les pays coopératifs, un renforcement des effectifs et une augmentation du soutien en matière de sécurité sont à l'étude. Actuellement, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et l'Argentine semblent bénéficier de ces mesures. Dans le cas de la Pologne et de l'Argentine, elles ont continué à soutenir les actions des États-Unis et ont également coopéré aux opérations militaires. La Roumanie, quant à elle, a même mis ses aéroports à disposition. Certains pays d'Europe occidentale, comme l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, se sont opposés aux États-Unis et ont critiqué l'idée d'une guerre au Moyen-Orient. Ils ont refusé la demande de soutien des États-Unis, ou apporté un soutien limité. Le Royaume-Uni a finalement ouvert la base de Diego Garcia, mais bien plus tard. Les États-Unis exerceraient des pressions sur leurs alliés, et envisageraient d'exclure l'Espagne de l'OTAN pour son absence de soutien militaire lors de la guerre au Moyen-Orient. L'administration Trump envisage de sanctionner des alliés comme l'Espagne. Les options mentionnées dans les courriels internes du département de la Défense incluent d'abord la suspension de l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN, ainsi qu'une réévaluation de la position américaine sur la souveraineté des îles Malouines, revendiquée par le Royaume-Uni. Ce mouvement suit les propos de responsables américains et européens, affirmant que l'administration Trump avait déjà dressé une liste distinguant soi-disant bons et mauvais alliés. Bien sûr, il n'existe pas de disposition spécifique dans le traité de l'OTAN concernant la suspension de l'adhésion d'un membre. Cependant, ce qui est sérieusement souligné aujourd'hui, c'est que le système même de l'OTAN pourrait être ébranlé. L'OTAN a été maintenue sur un seul principe, celui de la défense collective. Cette structure, selon laquelle si un pays est attaqué, tous les membres réagissent ensemble, fonctionne sur la base de la confiance. Mais si les États-Unis réduisent le partage d'informations ou n'accordent un soutien diplomatique que de façon sélective, cette confiance s'effondrera. Dans la guerre moderne, le renseignement est l'un des atouts les plus importants. Dès qu'un pays en est exclu, sa capacité de défense s'affaiblit fortement. Si un pays est exclu des exercices militaires et voit l'aide en armement réduite, il ne sera membre que de nom et perdra la protection. Ce type de changement peut provoquer une réaction en chaîne. Si des pays sont exclus, les autres peuvent craindre de l'être aussi, ce qui pourrait affaiblir la volonté de répondre ensemble. La défense collective dépend de la certitude que tous agiront ensemble. Si cette confiance faiblit, l'OTAN peine à fonctionner. Si cela continue, chaque pays renforcera probablement sa stratégie militaire plutôt que de compter sur la défense des États-Unis. Dans ce cas, certains analystes estiment que l'OTAN ne conserverait que son nom, tandis que son rôle réel d'alliance militaire pourrait être considérablement affaibli. Dans la situation actuelle, il existe peu de précédents de préjudice direct envers les alliés, ce qui inquiète fortement.
Jusqu'à présent, la clé de la domination mondiale des États-Unis ne résidait pas seulement dans leur puissance militaire écrasante, mais aussi dans le réseau fondé sur la confiance et la coopération de leurs alliés. Or, certains soulignent que les récents développements ébranlent ce fondement même. Dans certains pays, on compare l'attitude actuelle des États-Unis à celle de la Chine, qui liait autrefois ses voisins à un système tributaire et les traitait de façon coercitive en temps de crise. Le fait que les alliés soient désormais considérés non plus comme des partenaires égaux, mais comme des entités évaluables selon leur contribution, suscite une vive inquiétude. Le problème encore plus grave réside dans le point de départ de la guerre actuelle au Moyen-Orient. Les États-Unis ont agi militairement sans assez de coordination avec leurs alliés, et ont sollicité leur aide trop tard, une fois la situation compliquée. Pendant ce processus, les messages sont restés incohérents. Certains alliés comme le Royaume-Uni ont voulu coopérer, tandis que le président Trump multipliait publiquement les critiques envers eux. Il a moqué les alliés, disant que l'OTAN n'était qu'un tigre de papier et que les États-Unis pouvaient très bien s'en sortir sans aide. Mais la situation a finalement évolué autrement que prévu. La maîtrise des mers, la stabilité logistique et la conduite d'opérations à long terme sont devenus des problèmes concrets, révélant ainsi des domaines que les États-Unis auraient du mal à gérer seuls. La participation des alliés étant redevenue nécessaire, les États-Unis ont sollicité leur soutien. Cette scène a suscité une grande méfiance. Un pays, d'abord critique envers ses alliés et affirmant ne pas avoir besoin d'eux, a changé d'avis quand la situation a évolué. Cette évolution est forcément perçue comme une question très sensible par les alliés. La coopération sécuritaire nécessite une confiance durable, mais des exigences et critiques répétées ou des critères changeants compliquent les décisions politiques. Certains analystes pensent que la pression américaine réduit la volonté de coopération des pays européens, qui doivent aussi considérer leur situation politique et la légitimité au regard du droit international. Si cette méthode continue, les alliés pourraient aussi s'éloigner de l'ordre centré sur les États-Unis et accélérer la recherche de stratégies propres. Des critiques apparaissent dans le pays. Roger Wicker, président républicain de la Commission des Forces armées du Sénat, estime inutile que les dirigeants américains adoptent un ton moqueur envers les alliés. Il rappelle l'importance des avantages politiques, stratégiques et moraux de nos alliances. Supposons maintenant le scénario le plus dangereux. Si la structure actuelle se maintient, il est possible qu'en cas de guerre réelle, les alliés ne réagissent pas. C'est extrêmement grave, c'est un problème sérieux. Jusqu'à présent, l'ordre international, ou plus précisément le monde occidental, s'est maintenu sur la conviction que si quelqu'un était attaqué, tout le monde réagirait ensemble. C'est grâce à cette confiance que la guerre elle-même a pu être dissuadée. Mais si cette confiance est brisée, la situation change complètement. Pour le pays attaqué, la question principale est « Qui viendra réellement nous aider ?» Dès lors, la stratégie de défense chancelle. Voici un exemple. Autrefois, une attaque militaire, on partait du principe que les alliés interviendraient automatiquement, mais désormais, de plus en plus de pays pourraient simplement observer. Parce que la première chose qui entre en jeu, c'est le calcul de savoir s'il y a une raison de venir en aide à ce pays. C'est un changement fatal dans le système de défense collective. Car même quelques heures ou quelques jours de retard peuvent complètement changer le cours de la guerre. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que le pays adverse est également conscient de ce changement. Si le pays hostile pense que l'Alliance ne réagira pas, il aura davantage de raisons d'attaquer. Avant, il fallait affronter toute l'OTAN. Mais maintenant, il pense qu'il suffit d'affronter chaque pays séparément. C'est la fin de la dissuasion. Le pouvoir qui évite la guerre disparaît. Autre point, le vide dans la réponse initiale. Les 72 premières heures d'une guerre sont cruciales. Durant cette période, armées de l'air, marine et renseignements doivent agir ensemble. Si l'Alliance tarde à intervenir pour raisons politiques, ce vide risque d'avoir des conséquences graves. Le pays attaqué se retrouve dans une situation où il doit assurer sa propre défense. Et dans ce processus, les pertes peuvent augmenter de façon exponentielle. Si ce genre de situation se répète, chaque pays cessera de faire confiance à l'Alliance. La conséquence est très simple. Chaque pays commencera à se préparer à survivre par ses propres moyens. La course aux armements s'intensifiera rapidement, et il est possible que des discussions sur la possession d'armes nucléaires émergent au grand jour. Dans un système sans confiance, chacun doit se préparer au pire. L'essentiel, la guerre n'éclate pas où l'on est prêt, mais là où surgissent des failles. Quand les fissures s'élargissent, et la confiance baisse dans une alliance, certains cherchent à exploiter ces failles, un schéma récurrent dans l'histoire. Si ce scénario devient réalité, il est fort probable que la prochaine guerre sera très différente de celle que nous avons connue jusqu'à présent. Et la question se pose alors, comment pouvons-nous restaurer une confiance ainsi brisée ? Cohérent.